Salut Xavier, salut Loris. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bourse et Komoot et il sera un peu particulier parce que si vous avez regardé l'épisode 28, donc où on parlait du salariat, il y a eu un problème technique à la fin de l'épisode et on va poursuivre un peu cette discussion. Ce qu'on disait à la fin du précédent épisode, au moment où ça a coupé, c'est pourquoi, selon vous, il existe le mythe selon lequel l'entrepreneuriat serait la seule façon de s'enrichir. Peut-être commencer de mon côté. Globalement, je pense que les gens trouvent les salaires en France bien trop bas. Si on regarde le salaire médian, on est à 2000, 2200 euros. Si on regarde le salaire moyen, alors ça dépend si on regarde tous les salaires, si on regarde que le privé, mais globalement c'est 2500, 2800 euros. Je pense que pour la plupart des gens, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent créer une famille, acheter de l'immobilier, un petit peu investir en bourse, se faire plaisir en voyageant, c'est pas forcément suffisant. Il y a aussi ce côté où le CDI, bon, ok, c'est la sécurité, c'est l'assurance, mais globalement, c'est peut-être un petit peu trop plan-plan pour certains. Donc moi, je pense que une partie, en tout cas, qui fait que vraiment l'entrepreneuriat en France peut vous enrichir, c'est surtout que le salariat n'enrichit peut-être pas assez, en tout cas pour la plupart des gens. Et comme on l'avait dit dans le dernier épisode, il y a des métiers qui permettent ça, hein, c'est pas notre propos, mais globalement, dans la moyenne, ça reste compliqué. Et puis toutes les success stories, c'est que des histoires d'entrepreneurs. Si on regarde les plus riches, c'est en gros, il y a deux catégories, hein. Il y a les entrepreneurs et les héritiers. Donc les héritiers, bah, tout de suite, ça fait un peu moins rêver. Je sais pas, il y a certaines personnes que ça fait rêver, moi ça me fait pas rêver, mais surtout on se dit, bah moi je peux pas être dans cette catégorie-là. Donc il reste les entrepreneurs. Et un autre point, puisque dans l'épisode précédent on a parlé du salariat, il faut bien voir aussi que les salariés qui réussissent n'en parlent pas. Et souvent ne peuvent pas en parler. Ils peuvent pas parler de leur salaire, c'est tabou, etc. Donc les success stories sont toujours des success stories d'entrepreneurs. Un salarié va jamais dire, bah moi je gagne un demi-million d'euros par an parce que je suis un data scientist chez Google, ou peut-être ou je suis un spécialiste de l'IA et j'ai eu un bonus d'1 million l'année dernière, ou un trader, ou peu importe. Ça, c'est des choses où, où quelqu'un qui travaille, un chirurgien dans un hôpital, va pas mettre son salaire en avant. Or, un entrepreneur va le faire encore plus avec la mode comment on appelle ça, la built-in public, où les jeunes entrepreneurs donnent tous leurs chiffres quand ils sont bons, évidemment. Donc, je pense qu'il y a tout- c'est biaisé, en fait. C'est réel qu'on peut devenir riche en étant entrepreneur, mais dans l'information qui nous arrive, c'est voilà, c'est entrepreneuriat égale richesse. Oui, tout à fait, hein. Donc, pour moi, c'est la question, c'est surtout le biais. Enfin, personne n'a envie de savoir. Enfin, personne ne sait qu'un cadre dans une grande entreprise gagne très bien sa vie, ou qu'un commercial chez un B2B, enfin une entreprise de SaaS en B2B, bah, fait des primes de 100 000 euros par an parce que voilà, il a été excellent. Ça, c'est le genre de choses qu'on sait peu, en tout cas publiquement. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu dis, Xavier. Je pense qu'il y a un fort biais sur l'information qu'on reçoit. Je pense aussi hein, que il y a quand même énormément de contenu. Euh, les réseaux sociaux, en fait, ont amplifié ce phénomène. Enfin, quand on voit tout ce qui se crée comme contenu dans la niche entrepreneuriat, c'est monstrueux. Alors, bien sûr, il y a Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, qui est excellent. Il y a tout ce qui a été fait par Deux Family aussi, Oussama Ammar à l'époque, et qui est encore présent aujourd'hui. Il y a toute cette niche de l'infoprenariat. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. On a l'impression que voilà, c'est la seule façon de réussir. Et comme tu l'as dit, Loris, je pense que pour une grande majorité de Français, les salaires sont considérés comme pas assez élevés. Mais, c'est ce qu'on a dit dans le précédent épisode, il y a des moyens de trouver des métiers qui payent mieux. 1,1 million d'entreprises créées en France en 2024. C'est complètement dément. Moi, je connaissais à peu près ce chiffre, de le relire pour préparer l'émission. Alors, bien sûr, il y a plus de 700 000 de micro-entrepreneurs, mais il y a quand même 230 000 de SaaS SARL, et puis même 700 000 de micro-entrepreneurs. C'est quand même fou. Alors, ça peut être des side business. Je pense qu'il y a pas mal de side business là-dedans. Le chiffre d'affaires, je crois que c'est autour de 13 000 euros, donc c'est pas non plus chiffre d'affaires moyen, hein. Mais c'est quand même fou. Donc, ça prouve que quand même les Français, non seulement ils croient au rêve, mais ils se lancent en fait. Parce qu'un million, c'est pas négligeable. Et puis c'est ce que je disais aussi dans le précédent épisode. L'entrepreneuriat est devenu plus accessible et ça va faire une transition pour la suite de cet épisode d'aujourd'hui. Bah, il y a 50 ans, enfin, c'était quoi être entrepreneur globalement? Soit vous êtes une profession libérale, médecin, avocat, etc. Bon, ceux-là, on va les écarter. Soit bon, vous avez du capital, vous vous lancez globalement dans l'industrie. Et soit ce qui se passe souvent, c'est on est commerçant.
Donc boulanger, ce type de choses. Et donc, globalement, c'est des métiers, pour la majorité, qui demandent quand même du capital. Il faut du besoin en fonds de, enfin, il faut un besoin en fonds de roulement, il y a pas mal de choses qu'il faut. Alors qu'aujourd'hui, là, tu l'as cité dans les chiffres, Xavier, 1,1 million, donc la majorité, c'est des micro-entrepreneurs. Dans ces micro-entrepreneurs, il y a des freelances, je recite le même exemple, les media makers, mais il y a aussi des chauffeurs Uber, il y a des personnes qui font du babysitting, par exemple. Et donc, vraiment, je trouve que ce qui est en train de se passer depuis, avec Internet notamment, et aussi la création du statut de micro-entreprise, en fait, ça rend beaucoup plus facile de mettre en fait le pied dans l'entrepreneuriat. Et donc forcément, à partir du moment où il y a plus de gens qui ont mis le pied, bah, c'est plus facile de vendre un rêve. Peut-être aussi plus de, on va dire, de déconvenus, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être tellement simple qu'on a tous envie de se lancer dans on va dire dans ce rêve-là, là où avant c'était quasiment inaccessible. C'est très bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais et globalement, je pense qu'il y a des gens qui se lancent en tant qu'entrepreneurs qui sont pas du tout prêts en termes de connaissances, de capacités, d'administratif, etc. Donc, il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Mais en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant qu'il y ait autant de monde. Ça fait quoi? Ça fait 1 ou 2%, ouais, ça fait quand même un nombre conséquent, quoi. 700 000 micro-entrepreneurs. Et comme tu le disais, euh, ça allait très vite, quoi. Il y a 10 ans, on n'était déjà pas dans ce même mentalité. En fait, pendant très longtemps, on était commerçant, avocat ou concrètement dans l'industrie. C'est vrai que là, vraiment, ça fait 10 ans, quoi. Et avec le Covid, je pense que ça s'est vraiment accéléré parce que les gens ont vu qu'à la maison, enfin déjà, ils ont perdu le sens peut-être d'aller au travail, de comprendre leur métier et qu'est-ce qu'ils apportaient vraiment en termes de valeur ajoutée. Et donc vraiment, je pense tout, c'est vraiment cette simplification à outrance et vraiment cette réflexion pendant le Covid, en regardant le plafond et en s'ennuyant et en étant payé à rien faire, a peut-être accentué ça. Donc je ne l'ai pas cité, hein, mais quand on parle de contenu qui met en avant l'entrepreneuriat, donc effectivement il y a toute la créateur économie, mais même à la télé, qui veut être mon associé sur M6, ça fait quand même de belles audiences. Alors qui aurait pu imaginer il y a 20 ans qu'on parle autant d'entrepreneuriat en prime time sur une des principales chaînes françaises? Ça veut dire qu'on touche vraiment un public encore plus large. Donc je pense que vraiment ça a joué aussi à la démocratisation de l'entrepreneuriat. Dans la suite de cet épisode, par contre, je pense que c'est important quand même de préciser qu'il y a différentes formes d'entrepreneuriat, que tous les entrepreneurs ne sont pas les mêmes et que c'est pas toujours le même business model. Est-ce que, Xavier, tu peux commencer par nous parler des formes d'entrepreneuriat que tu vois? Il y a énormément de formes. Moi, la première forme dont j'aimerais parler, c'est le freelancing. Parce qu'on peut presque se poser la question, est-ce que être freelance, c'est être entrepreneur? Mhm. Pour moi, c'est oui et non, parce que tu peux pas le considérer vraiment comme salarié, mais on peut pas non plus considérer le freelance comme entrepreneur. Si je devais donner une ligne, pour moi, ça dépend du rapport de force avec son ou ses clients. Je veux dire, un freelance qui a un seul client, souvent son ancien employeur, évidemment, ou ses anciens employeurs, qui est très dépendant de ces personnes-là, c'est l'ubérisation de l'économie, hein. Est-ce qu'un chauffeur Uber, c'est un entrepreneur? Pour moi, non. On est vraiment à l'extrême. Il a un seul client. Le rapport de force est totalement en faveur d'Uber. Pour moi, c'est pas le cas. Quelqu'un qui est multi-client et qui a surtout un rapport de force, c'est-à-dire que c'est lui qui impose ses prix, ses horaires, etc., qui peut même déléguer, outsourcer une partie de sa production, etc. Lui, il est vraiment beaucoup plus entrepreneur. Et d'ailleurs, même chose pour les avantages du freelance. Dans certains cas, on va avoir que les inconvénients, c'est-à-dire on n'aura pas de chômage, on n'aura aucune sécurité de l'emploi, les vacances ne seront pas rémunérées, etc. Et voire même, on va gagner moins qu'un salarié. Je reviens sur le côté vraiment uberisation. Et de l'autre côté, on peut avoir des gens qui font énormément d'argent avec des freelances qui prennent une marge de dingue dans le consulting pour quelqu'un qui est vraiment spécialisé. Donc pour moi, on est un peu limite. Mais pour vous, est-ce que pour vous, un freelance, c'est un entrepreneur? Ah, c'est une bonne question, Xavier. En fait, on retrouve vraiment des choses communes, ce qui est une précarité quasiment, c'est-à-dire une liberté, mais en fait qui inclut une précarité où en gros on ne sait pas quand on doit travailler. Effectivement, on doit prospecter ses clients, donc ça, il y a une forme d'entrepreneuriat. Mais comme tu dis, un chauffeur Uber, oui, pour moi, c'est pas du tout un entrepreneur. Et au contraire, quelqu'un qui est freelance dans le consulting, dans le développement web, je ne sais quoi, avec un TJM de 500 000 euros et qui a plusieurs clients, là, on est vraiment sur l'entrepreneuriat. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment, comme tu le fais, je pense qu'il faut faire la différence. Il y a des choses qui sont similaires, mais globalement, quelqu'un qui est freelance avec une seule boîte, pour moi, en fait, c'est un salarié déguisé, hein, comme on dit souvent, quoi. Moi, je vous rejoins complètement. Après, tu l'as précisé, Xavier, il y a différentes formes de freelance.
Après, moi, là où je trouve que c'est bien le freelancing, même si on est chauffeur Uber, c'est que ça met un pied à l'entrepreneuriat si ça nous Mhm. intéresse. Et on peut commencer par ça, puis comprendre en fait euh, tout ce qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, je pense qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte que quand on est entrepreneur, c'est plus la même facilité que quand on est salarié. Il faut envoyer des factures, gérer la TVA potentiellement, ce genre de choses. Donc, je pense que oui, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. Et en plus, on va parler après des avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat. Et je trouve que dans le freelancing, il y a très peu d'avantages en fait. En fait, le seul avantage, c'est notamment moi, j'ai connu ça quand j'étais dans le conseil. Il y a pas mal de consultants qui quittent en fait le CDI parce que globalement, le cabinet de conseil capte une trop grosse partie de la valeur et se disent bon voilà, j'ai un carnet d'adresses, je vais trouver directement moi les clients. Globalement, ils sont à 100% chez un client. C'est juste que ils prennent une partie de la marge que prenait le Exactement. cabinet de conseil. Et ça, typiquement pour ce type de métier, l'avantage c'est juste à court terme en tout cas de pouvoir gagner beaucoup plus parce qu'on récupère une Ouais. partie de cette marge. Mais sinon, globalement, effectivement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages au freelancing à long terme. À long terme. À court terme, ça peut être un pied, comme je l'ai dit, à l'étrier. Et puis, je sais pas si toi, Loris, tu veux parler d'une autre forme d'entrepreneuriat. Parce que bon, c'est vrai que le freelancing, c'est un entre-deux, une zone grise. Est-ce que toi, il y a une forme d'entrepreneuriat que tu trouves plus intéressante en termes d'avantages notamment? En termes d'avantages, je sais pas, mais peut-être la plus intéressante, c'est la startup. C'est je pense le rêve de tous, hein. C'est commencer son entreprise, c'est le rêve américain quoi, dans le garage, et, faire l'IPO au Nasdaq 20 ans après. Ça, c'est ce qui fait rêver le plus. Entre nous, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est qu'on voit beaucoup de startups cramer du cash, mais bon, en même temps, c'est une startup, hein, et se faire diluer à outrance. Et à chaque fois qu'ils font une nouvelle levée de fonds, on va dire se congratuler ou en tout cas se féliciter de se faire diluer. Moi, j'avoue que j'ai eu toujours beaucoup de mal avec ce système-là qui est perte de contrôle en fait de son entreprise et rajouter en fait quasiment des contraintes de salarié qui est la rentabilité très rapidement, peut-être aller sur des nouveaux marchés alors qu'on n'a pas envie d'y aller, peut-être aller sur une idée où on n'a pas envie d'aller parce que l'actionnaire met une pression. Donc la startup, je trouve que sur le principe, sur l'idée, c'est magique. En réalité, déjà, on le voit, il y a quand même 90% des startups qui finissent au tapis après 3 ou 5 ans. Donc moi, c'est pas celui en tout cas qu'on a choisi avec Bourseco, on aura l'occasion d'en discuter, mais je sais pas ce que t'en penses toi, Xavier. Est-ce que un jour tu t'es dit Mm. pourquoi pas la Là, startup? là, on, là, on parle vraiment startup financée. Donc, startup financée par Business Angel au début, fonds de venture capital après, etc. Euh, voilà, l'avantage, c'est que ça accélère. Ça, c'est super. Le problème de ça, surtout pour quelqu'un qui rêvait d'être un chef d'entreprise, c'est que tu te retrouves à prendre des bureaux, tu te retrouves à embaucher des gens, donc à te mettre des coûts fixes ou variables, mais qui sont très élevés, parce que tu as de l'argent à disposition. Et ça permet d'accélérer. Mais si tu t'es planté dans tes prévisions, que tu vends un peu moins de prévu, etc., tu peux vraiment te retrouver avec un effet ciseau important des coûts que tu as mis. Tu as embauché 8 personnes et tu as les bureaux. Et puis, il faut voir la dynamique du jeune chef d'entreprise qui a levé 2 millions l'année auparavant. Il veut surtout pas virer les gens. Virer des gens, c'est l'anti ou prendre des bureaux plus petits, c'est l'anti-start-upper en fait. C'est pas du tout le mindset. Le mindset, c'est on va faire plus gros, plus gros, plus gros. Donc ce qui se passe, c'est que si les chiffres sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on pivote et on relève. On relève des fonds, en fait. On relève des fonds pour prendre encore plus de commerciaux, encore plus de. Et ce chemin-là, moi, je le trouve dangereux. Alors, il y a l'aventure collective, on est tous ensemble, on a de l'argent, il faut aller vite, etc. Mais si tu n'es pas juste sur le timing, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé des fonds en 2020-2021, surtout 2021, juste avant un peu un retournement, la fin de l'excitation Covid, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec, ils ont dû, alors c'est bien, ils n'ont pas été trop dilués parce qu'ils ont pu lever avec des valos très fortes, mais n'empêche que les VC qui ont mis de l'argent dedans, très vite, ils vont leur dire, là, il serait temps quand même de gagner de l'argent. Ça fait 2 ans qu'on a mis des sous, montrez-nous quelque chose, montrez-nous, le chiffre d'affaires, il est plus faible qu'attendu, le bénéfice est moyen, et puis à un moment, il faut quand même que ça crache du cash flow, et là, on en est très loin. Moi, je me suis jamais senti cette âme-là, très franchement. Je me suis jamais senti de prendre ces risques
plus jeune, pourquoi pas, mais comme tu le disais, Loris, c'est quand même relativement récent, cette envie de devenir start-up. Moi, quand j'avais 20 ans, ça m'a même pas traversé l'esprit. Je trouve l'aventure géniale, mais je crois que c'est pas pour moi, en fait. Moi, je crois que c'est faire ça, financer, autofinancer au maximum. Toi, je sais pas, Abdallah, le côté start-up, ça te fait rêver? Tu trouves ça trop risqué? Alors en fait, déjà, il faut revenir au sujet de base qui est est-ce que c'est un moyen, on va dire, efficace de s'enrichir, la startup? Et donc, bah, vous l'avez dit, le taux de réussite sur une startup est extrêmement bas. Donc déjà, vous avez 99% de chances de vous planter si vous lancez votre startup, mais vous avez 1% de chances de réussir. Bon, à la limite, c'est un argument, mais moi j'aime pas trop ces arguments. C'est un peu comme faites du stock picking, c'est pas bien parce que voilà. Mais Mhm. oui, quand on fait quelque chose, on a envie d'être parmi les meilleurs dans tous les cas. Mais supposons que même vous y arrivez dans ce format-là en startup. Vous êtes 1%, mais au final, vous avez levé combien de fonds? Vous êtes dilué de combien? Il vous reste combien? Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que après on entend parler d'exit, de gens qui ont des valos à 400 millions, 1 milliard, licorne, etc. C'est que il reste combien à la fin aux fondateurs? Et ça, on le sait rarement, c'est rarement publié. Et au final, moi, j'ai entendu pas mal d'histoires de fondateurs qui avaient vendu, enfin, ou de start-upers qui avaient vendu leur part, et qui au final n'ont pas récupéré énormément, parce que il suffit qu'ils aient levé des fonds en 2021, que la valo qu'elle soit explosée, qu'il y ait une préférence, enfin une clause de liquidité préférentielle pour les investisseurs, les VC, bah, il reste plus grand-chose au final pour le fondateur. Donc, en fait, le mythe de s'enrichir par la startup, statistiquement déjà, il y a très peu de chances que ça arrive, et même si vous y arrivez, il n'y a qu'une micro-minorité de start-upers qui deviennent vraiment riches. Et donc, globalement, c'est un peu enfin, c'est pas la même chose, hein. Franchement, j'ai pas envie de faire la même comparaison, mais tout à l'heure, enfin, dans le précédent épisode, on parlait vraiment du salariat. Le salariat, c'est vraiment le côté, on augmente les probabilités, mais globalement, on va pas devenir multimillionnaire, très très riche. Startup, c'est vraiment un peu l'auto, c'est-à-dire pourcentage extrêmement très faible. Par contre, si vous réussissez, ça peut être exceptionnellement important. Et pour parler moi de mon cas personnel, moi j'ai un peu, j'en veux un peu à cette startup nation, on va dire, parce que moi quand j'étais étudiant en école de commerce, donc dans les années 2010, on parlait que de ça. C'est-à-dire que si tu veux être entrepreneur, il faut lancer ta startup. Et j'ai fait pas mal de cours, enfin comment dire, de pitch, enfin en école où on devait pitcher des idées, on nous mettait en groupe et on pitchait des choses. Et à chaque fois, c'était la même chose. Ouais, on va créer le Uber des artisans, oui, on va créer le Uber des lampes, des Uber des courtiers, des Uber de ci, de ça. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et c'était des business models qui étaient bancals à chaque fois. C'est, voilà, on pense qu'on va atteindre une taille critique suffisamment importante pour que le peu qu'on marge, bah, ça va devenir rentable. Alors que je pense qu'il y a tellement d'autres business models, même en tant qu'entrepreneur, où on peut bien, enfin, en tout cas, on peut bien gagner sa vie, avoir des marges plus élevées et surtout prendre moins de risques. Mmh, pour ceux qui souhaiteraient monter leur start-up, je conseille un TED Talk. Alors, il y a plein de TED Talks, donc c'est des conférences que vous trouvez en ligne, hein. C'est celui de Bill Gross sur les facteurs de réussite d'une entreprise. Alors, c'est devenu un peu mythique, je crois, ce TED Talk. Et ce qui est génial, c'est qu'il a analysé donc 150 startups pour voir, bah, lui, avec sa vision, je pense, de VC, enfin, j'imagine que c'est un VC, ou quels sont les facteurs les plus importants. Donc, il y avait le modèle économique, il y avait l'idée, il y avait l'exécution, l'équipe et le timing. Et de très loin, le premier facteur, c'est le timing. Mhm. En deuxième, il y a l'exécution, l'équipe, voilà, qui sont les fondateurs. C'est pour ça que les VC se focalisent autant sur qui sont les gens, quel est leur background. L'idée arrive en troisième. Et puis, tout ce qui est modèle économique et financement, ça arrive en dernier. Et le timing, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fascinant parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est fou. Airbnb aurait été lancé en 2006, ça aurait probablement été un échec. Airbnb lancé en 2012-2013, ça aurait été un échec. Et ils se sont lancés au moment parfait. Ni trop tôt, ni trop tard. Il y en a sûrement qui ont eu l'idée un peu avant, ça n'a pas marché, etc. Donc, je me dis, c'est très frustrant de se dire que finalement, tu maîtrises pas tant que ça. L'idée est pas si importante que ça par rapport au timing. Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne idée, mais pas au bon moment. Et puis surtout, moi, ce qui me fascine, Abdallah, parce que moi, j'ai pas vécu ça, mais c'est quand tu as tout le monde qui réfléchit en même temps. Enfin, quand tu es dans ce truc de tous ces étudiants qui veulent monter les mêmes trucs, j'imagine que c'est toujours plus ou moins les mêmes idées qui ressortent. En tout cas, moi, Putain. quand on m'a présenté les trucs, c'est exactement ce que tu dis. C'est les nouvelles plateformes, c'est le nouveau eBay, mais dans le sport, etc. Je m'étais fait pitcher des trucs qui, sur le coup, te tentent. Alors après, c'est sûrement une bonne expérience d'avoir tenté le truc en tant qu'étudiant, et puis voilà, pendant 6 mois, et on se rend compte que ça marche pas.
Mais moi, c'est ça qui m'a pas fait trop rêver, c'est que je trouve qu'il y a un lancer de dés, notamment sur le timing, qui est hyper important. Et je trouve que ce serait dommage d'en sortir juste avec un échec. En fait, à un moment, si ça marche pas, tu vois, tu te dis, mais c'est tellement dommage de faire une fois, deux fois et que ça rate ou que ça vivote, c'est quand même hyper dur. Et sur le point de vue du financement, le gros problème du financement, c'est que ça peut pas prendre trop de temps. C'est qu'il faut à un moment redonner, c'est ce que tu disais, Loris, sur la dilution. À un moment, tu as d'autres personnes qui sont rentrées dans ta boîte et qu'il faut satisfaire. Et puis même nous, en tant qu'investisseurs long terme, et je le vois dans des startups, et notamment certaines qui ont échoué, et je vais pas donner de nom, mais globalement, quand on a des investisseurs, et souvent dans le milieu VC, ils veulent que ça, qu'il y ait une croissance forte, très rapide. Et donc c'est opposé à moi, ma vision des choses, où des fois je me dis, bah, je privilégie le long terme par rapport au court terme. Alors que les VC, ils s'en foutent. L'important pour eux, c'est que ça monte. Et que si t'es pas rentable à l'instant T, c'est pas grave. Et on verra plus tard. Sauf que, bon, bah, plus tard, il s'avère que des fois, bah, en fait, juste le business model n'est pas bon. Et donc, ce côté anti-long terme, je suis pas très fan. Après, pour un peu, comment dire, contrebalancer ce que j'ai dit, hein, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de lancer une startup, franchement, il y a des gens qui réussissent aussi, hein, et je pense que l'ambition, ça peut être aussi une bonne chose, tu vois, d'avoir une ambition, de se dire, voilà, je vais créer une startup qui va révolutionner telle ou telle chose, mais il faut savoir que le taux de réussite est extrêmement faible, même si votre entreprise marche. En fait, moi, à chaque fois que je trouve relativement difficile, il y a le timing, mais surtout il y a l'allocation du capital. C'est-à-dire qu'on lève des fonds, des fois beaucoup trop, et on a Mhm, beaucoup de cash, donc il faut le cramer. Donc mhm, on va essayer de prendre je sais pas, un commercial, il est super, le gars il a fait Stanford. On essaye vraiment de cramer le cash, alors qu'au pire c'est pas grave de pas le consommer. Mais il y a toujours ce côté où effectivement on fait de l'hypercroissance, donc des bureaux plus grands, des gars plus expérimentés, on va faire ça, on va faire ça. On promet des BSPCE à ses salariés en leur disant potentiellement ça va être une licorne, etc. Et en réalité, l'allocation du capital, elle est mauvaise. On va beaucoup trop vite, on crame beaucoup de cash. On a la pression des VC qui ont une clause. Eux, souvent, hein, avec la clause de liquidité, ils arrivent à sortir. Et puis les autres, ils arrivent pas à sortir à la valo. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est un petit peu compliqué. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, comme toi, Abdallah, en école de commerce, c'est vraiment le système levée de fonds qui est mis en avant. Et justement, ça va nous faire une belle transition avec le bootstrap, quoi, c'est-à-dire faire de la croissance rentable sans de levée de fonds. Xavier, est-ce que tu veux en parler un peu de ce... Finalement, Bah, ce qu'on c'est fait sûr avec que Bourseco, sur le hein. papier, voilà, sur le papier, ça paraît l'idéal. Le seul truc, c'est que ça dépend si tu as besoin d'être rapide ou non. C'est C'est ça ça. le truc. S'il y a 10 personnes qui sont au même moment sur la même idée, etc., c'est sûr que celui qui va bootstrapper et qui doit attendre d'avoir assez de sécurité, d'avoir par exemple sécurisé un certain nombre d'abonnements avant de pouvoir prendre un commercial. Mais le truc, c'est que c'est le commercial qui va te booster tes futurs abonnements. Tu vois, donc c'est un peu le, le L'effet la poule. cercle, ouais, le fait la poule exactement. Et après, tu vois, moi je suis toujours curieux. L'exemple, quand je pense, est-ce qu'il faut bootstrapper ou pas, je pense souvent à Finari. Pourquoi? Parce que Finari, il est dans notre domaine. Mounir Lagoun, super gars, voilà, quelqu'un de brillant, très bon entrepreneur, etc., qui s'est lancé. Et je parle aussi de Finari parce que je pense que tout le monde connaît parmi nos auditeurs, hein. Donc voilà, financement par VC, etc. Donc vraiment la petite pousse prometteuse qui part sur un business model qui est un business d'abonnement pour avoir, je ne sais plus combien c'est, 15 euros par mois ou un truc comme ça, mais pour avoir une agrégation des comptes. Voilà, je cherchais le terme, et pouvoir suivre ses portefeuilles au quotidien. Je pense que, et en plus de ça, carton sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu finance, je pense plus grosse chaîne de finance aujourd'hui sur YouTube. Donc voilà, carton. Je me dis, moi, si j'avais monté une boîte comme ça, Bootstrap, je serais hyper content parce que finalement, le business model en soi, bah, il est là. Création de contenu qui fait de la pub pour un abonnement pas trop cher et pour un service. Sauf que, et c'est là où je regarde ça de l'extérieur et en étant assez curieux, je me dis, je vois bien que ils peuvent pas s'arrêter là parce qu'il y a cette pression des VC, donc il faut qu'ils grossissent. Donc, ils vont vers d'autres choses, ils font du trading de crypto, ils lancent des assurances vie, plus ou moins de la gestion privée, etc. Et je vois que c'est pas facile. Je vois que c'est pas simple et je me dis, là, peut-être que le bootstrap aurait été un peu mieux et peut-être même que Mounir, tout seul ou avec deux, trois personnes, il aurait pu devenir un créateur de contenu financier à grand succès et je suis sûr qu'il gagnerait beaucoup plus d'argent aujourd'hui en étant
chaîne YouTube, 500 000 abonnés ou je sais pas combien il a, et en gagnant énormément d'argent, ou même juste avec son abonnement. Mais abonnement qui demande de l'IT, enfin du développement, etc. Et là, je me dis, bah, c'est pas évident parce qu'il doit pivoter et chercher de la croissance. C'est ce que fait Finari, et voilà, ils vont très probablement réussir, je leur souhaite, etc. Mais je regarde ça avec curiosité parce que c'est un bon exemple pour moi de boîte qui aurait marché, c'est sûr, en étant bootstrappé. Là, ils visent la lune en étant financé. Et bah, ça amène plus de pression. Après, voilà, Mounir, c'est un entrepreneur qui veut réussir, qui veut cartonner. Il veut pas juste bien réussir, il veut cartonner. Et moi, je ne serais pas dans cette optique-là. Moi, j'aurais pas voulu de bureau spécialement ou vraiment le minimum, etc. Mais là, c'est vraiment l'entreprise. C'est une vraie start-up financée. Le bootstrap, à l'inverse, c'est on fait, donc on démarre à 1, 2, on reste 2 à 2, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant de prendre une troisième personne. Une embauche, elle est hyper réfléchie parce que c'est un énorme coût pour l'entreprise. Prendre des bureaux, c'est hyper réfléchi parce que c'est un gros coût, etc. Moi, j'aurais tendance à être bootstrap parce que je préfère être la tortue que le lièvre. Voilà. Mais je ne sais pas, après vous, votre vision du bootstrap. Alors, c'est très intéressant que tu aies parlé de Finari. Moi, globalement, par rapport aux startups, c'est vrai que dans certains business models, tu es obligé de viser le modèle startup. Et ces types de business models, c'est ceux où tu as besoin d'atteindre une taille critique. Parce que globalement, tu as une marge extrêmement faible par service ou produit vendu. Et donc, il faut que tu aies une taille critique. Et donc, ton objectif, c'est d'atteindre la taille critique le plus vite possible. Le problème, c'est que on ne sait jamais si ça peut réellement marcher ou pas. Je vais donner un exemple. Tous les trucs là alors je sais pas si tu t'as connu ça, Xavier, mais tu sais, il y avait Gorillaz, je sais plus comment il s'appelle, Getir. Donc c'est des trucs de livraison de supermarché à domicile, mais ultra rapide. Donc ça a cartonné entre 2020 et 2022, mais globalement le business model n'était pas bon. Et dès qu'il y a eu l'argent s'est retiré, bah, ça n'a pas marché. Donc globalement le problème des startups, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que des fois on est obligé d'y aller parce que c'est des business models où contrairement à ce que, par exemple, la création de contenu, bah, c'est pas un business model qui a forte marge initialement. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Donc, par rapport à Finari, je sais pas trop honnêtement s'il aurait pu bootstrapper Finari à Mounir. Parce que, déjà, il faut développer le produit. Et ça demande des compétences, ça demande des ETP. Je sais pas combien ils sont, mais je crois qu'ils doivent être une cinquantaine. Donc déjà, ça demande ça. Mine de rien, c'est un abonnement, mais je pense si tu veux, ils font pas une marge élevée sur l'abonnement. En tout cas, ils ont des coûts fixes relativement importants, ce qui fait qu'il faut un certain nombre d'abonnés. Le truc, c'est que plus ils ont d'abonnés, plus ils auront besoin de services clients importants. Parce que forcément, il faut répondre, les gens sont pas contents, etc. Et c'est normal. Et puis, sur la chaîne YouTube, je sais qu'il a mis les moyens quand même pour développer sa chaîne YouTube. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 derrière sur YouTube à temps plein, en plus de Mounir qui fait les tournages. Donc, j'ai du mal à me dire, est-ce que Finari aurait pu marcher dans un modèle bootstrap? Parce que à côté, si lui il aurait bootstrappé ça, il serait parti tranquillement. Je pense qu'aujourd'hui, il serait pas à 500 000, il serait, supposons, à 50 000. Bah, à côté, il y aurait une autre personne qui aurait levé des fonds, qui serait allé vite, qui aurait dupliqué juste son modèle et voilà, qui lui aurait pris le marché. Donc, je suis pas aussi sûr que toi, Xavier, sur le fait de bootstrapper Finari. Je sais pas, toi, Loris, t'es plutôt Xavier ou moi? En fait, on n'a pas les coulisses, il faudrait discuter Bien sûr. avec Mounir de ça. Moi, je pense que ça aurait été possible, mais après, c'est comme d'hab. L'objectif de Mounir, ça va être de devenir une banque. Il va peut-être proposer un PEA, un CTO, peut-être qu'il va proposer des prêts, des crédits lombards. Enfin, je me doute que son objectif, c'est peut-être faire de l'assurance. Son objectif, Mais c'est vraiment clairement, de son viser la lune. objectif, exactement, il est bien Voilà, plus c'est haut de que viser la que ce lune. que moi j'aurais fait à sa place, et Et c'est pour nous, ça qu'il déjà, est là où il aller à est. l'ISS, on serait très content, tu vois. On est vraiment, on n'a pas besoin d'aller au-delà, tu vois. Et c'est vrai que je pense que moi, ça aurait été possible, mais du coup, il aurait été il serait resté en fait sur son business qui est potentiellement juste la plateforme, un modèle SaaS ou par abonnement, avec une création de contenu et un peu comme Xavier, il aurait fait ça de façon régulière sur le temps long et peut-être qu'il aurait atteint 100 000. Peut-être que là, au lieu d'être à 500 000, il serait peut-être à 50 forcément parce que je dis pas de bêtises comme toi, ils sont 3 ou 4. Mais bon, on n'est pas sûr. Mounir peut-être va confirmer, mais c'est peut-être qu'il aurait pris potentiellement des freelances pour l'accompagner. Il aurait peut-être loué un studio au lieu d'avoir des bureaux à Paris. Il aurait peut-être pris un plus petit bureau, voire pas du tout de bureau. Enfin, moi je pense que ça aurait été possible, mais par contre, c'est pas du tout comment dire. Le chemin est différent, mais surtout c'est le résultat qui est important. Parce que nous, par exemple, avec Bourseco, notre objectif, on a créé ce club d'investisseurs pour être là dans 20 ans. On essaie de créer
des avantages concurrentiels, de créer de la valeur ajoutée pour nos clients. Et surtout, c'est nous qui prenons nos décisions. C'est-à-dire que notre objectif, c'est ça, on le fait, il n'y a personne qui nous dit le contraire. Et surtout, on n'a aucune urgence de rentabilité. Et c'est ça, moi, que je recherche. Et c'est pour ça qu'on a fait ce projet à trois. C'est ce côté, nous, on n'est pas pressé. C'est-à-dire que si c'est mai 2026 au lieu de juillet 2026, si c'est T4 au lieu de T3, c'est pas grave. Là où si on avait un actionnaire extérieur, ce serait relativement compliqué. Et comme tu l'as dit, Xavier, pour l'instant, on n'est que trois. Mais le moment où tu commences à rajouter quelqu'un, à rajouter des bureaux, etc., c'est une pression. La mensualité qui tombe, peut-être que, je sais pas, la cinquième personne que tu as recrutée, elle est pas si bonne que ça, etc. C'est quelque chose que nous, on n'a pas pour le moment. Et c'est pour ça que j'aime ce modèle-là. Par contre, c'est vraiment le modèle plan-plan. Pour moi, c'est vraiment le air liquide des entreprises, quoi. On est là pendant très, très, très longtemps. On croit à 10% par an pendant 10-20 ans. Mais on n'a pas cette hyper croissance que pourraient rechercher d'autres. Mais c'est pas du tout notre objectif. En tout cas, moi. Abdallah, je vais te laisser peut-être donner ton avis. Par rapport à Bourseco, tu as tout dit. Après, je trouve qu'il y a des moyens de financement qui sont différents. C'est-à-dire que à partir du moment où l'entreprise fait des bénéfices, bon, déjà, elle peut les réinvestir, évidemment, mais aussi elle peut s'endetter pour le faire sans se diluer. Parce qu'en fait, moi, ce que je reproche un peu au modèle startup, c'est qu'au final, il ne te reste pas grand-chose à la fin. Il suffit que vous soyez trois cofondateurs, que vous faites diluer, je sais pas, sur 3-4 levées de fonds. Il te reste quoi, 10%, des Mais fois ta 5%. WACC, Abdallah, ton coût du capital, il est énorme. Ta WACC, si tu prends, bon, globalement, si tu prends le coût d'un emprunt quand tu es startup, que tu n'es pas rentable et que ça fait peut-être 2 ans que tu es là, il est énorme. C'est pour ça qu'on Non, lève non, des fonds. je te parle pour Bourseco, par exemple. Si nous, on veut accélérer, par exemple, tu vois, à partir ou Bourseco ou une autre boîte qui est similaire, ça veut dire qu'il bootstrap. Tout ce que tu cherches, toi, c'est pas tant la croissance, c'est d'abord la rentabilité. Et après, évidemment que tu vas t'endetter à partir du moment où tu commences Bien à sûr, gagner de oui. l'argent. Non, non, bien sûr, évidemment que c'est pas possible. Mais donc là, c'est une autre façon. Et moi, à titre personnel, après, c'est que mon avis. Moi, je suis plus à l'aise avec ce type de financement, tu vois. Enfin, bien sûr, de façon modérée. Je vais pas être non plus surendetté, parce que justement, je me dilue pas. Enfin, je dilue pas avec des VC qui, comme je l'ai dit, j'ai pas trop la même vision d'eux. J'ai pas trop la même vision qu'eux sur la partie long terme, court terme, etc. Eux, ils veulent cracher de l'argent le plus vite possible. Ils veulent dans 5 ans, ils fassent une plus-value, et puis basta. Le reste, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, une fois, j'avais écouté, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, celui qui gère le fonds de Xavier Niel, il est super connu. Ah, La Roche-Brochard, voilà. je crois, là, c'est ça. Et il disait une fois dans un podcast, il disait, vous savez, nous on s'en fout, on a 200, on est sur 200 dossiers, que vous fassiez faillite, c'est pas mon problème, hein. Et il l'a dit de façon un peu cynique, hein. Je pense pas qu'il l'a dit vraiment, il le pense vraiment, mais c'est une réalité. Eux, ils sont sur 200 dossiers, toi, tu joues ta vie en tant que start-upper, et je trouve que cette relation, elle est pas forcément, enfin, pas toujours saine en tout cas. À la limite, ça, c'est plutôt le bon VC qui t'embête pas, qui te met pas trop la pression. Parce que moi, il y a un point que je trouve euh, qui est vendu à tort, c'est le côté. Donc, il y a le côté entrepreneuriat égale richesse. On a vu que c'est pas si évident que ça, mais il y a l'autre truc qui est entrepreneuriat égale liberté. Et ça, c'est un mythe encore plus grand que le mythe entrepreneuriat égale richesse. Parce que même si ça marche, je veux dire, tu es prisonnier de ta cage dorée et de ta boîte. À la limite, en tant que salarié, parfois tu peux peut-être glander, filer ta dème, aller autre part, etc. Non, mais voilà, tu gères ça un peu comme tu veux. Quand c'est ta boîte, tu joues ta vie, tu bosses comme un fou. Déjà, ça c'est la première chose où tu abandonnes ta liberté. Et puis après, que tu t'endettes vis-à-vis des banques ou que tu lèves des fonds vis-à-vis des VC, ta liberté dans le modèle startup financé, bah, très vite tu la perds. Tu as des comptes à rendre à tes clients, à tes employés, à tes investisseurs. Puis bien sûr, tout est contradictoire, hein. Les clients veulent de la valeur, les employés veulent de l'argent ou du sens ou bon, bref, etc. Et les actionnaires, ils veulent du cash flow. Donc, pour moi, ta liberté, elle disparaît très, très vite. Le modèle Bootstrap, il a aussi cet avantage-là, comme le disait Loris, bah, tu fais un peu ce que tu veux. Et c'est pas pour autant que tu bosses pas comme un fou, etc. Tu as quand même une partie de ta liberté qui disparaît. Mais je trouve que le startup financé, c'est vraiment, voilà, c'est pour devenir très, très riche. Si tu n'as pas ce but-là, bah, il faut vraiment avoir une vision qui te permet d'apporter de la valeur au monde.
Mais au bout d'un moment, je pense que ça a ses limites aussi en termes de ce que ça prend sur ton physique, sur ton mental, voilà. Donc il faut être aussi méga motivé. Moi, je crois que j'aurais jamais pu faire ça parce que je crois que je suis pas assez motivé pour passer mon temps libre, ma vie de famille, etc. Et mettre ça en avant et me faire dicter par des VC ce que je dois faire. Et puis aussi, un dernier truc, et après, je pense qu'on passe vraiment au bootstrap. Sur la partie startup, il y a des modèles. Bon, moi, j'ai parlé vraiment d'entreprises où ils révolutionnent pas le monde globalement. C'est du Uber, de quelque chose, des marketplaces, etc. Effectivement, on peut se demander est-ce que la levée de fonds est nécessaire. Mais il y a des entreprises où vraiment ils ont besoin de beaucoup de fonds. Et je vais donner un exemple dans l'actualité. Mistral, bon, ils peuvent pas bootstrapper ça, hein. Oui, oui, oui. C'est pas possible. Donc, effectivement, si vous êtes un start-upper, je sais pas, un PhD en data science et que vous voulez lancer un produit qui est vraiment novateur, qui a besoin de beaucoup de fonds, bah, là, vous n'avez pas le choix. Je veux dire, c'est start-up pour rien du tout. Et donc, pour revenir au bootstrap, et de façon générale, je pense que, pour moi, naturellement, une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, théoriquement, avant cette vague start-up, c'est ce qui vient c'est la première chose qui vient à l'esprit. C'est je vais lancer une entreprise, un business, je vais la financer. Voilà, peut-être je vais demander un peu à mes amis, à ma famille de m'aider au début, et puis basta, on va faire grossir le truc. Et pour moi, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui, bah, en fait, c'est ce qu'ils voient dans la partie entrepreneuriat. Alors, selon vous, parce qu'on va parler maintenant en bien de l'entrepreneuriat, quels sont quand même les avantages quand on a entrepris et que ça marche en bootstrap? Bon, le bootstrap, on peut dire, ça va rapporter de l'argent, etc. Assez, pas assez, mais bon, peu importe. Le premier truc, et je pense que toute personne qui a mis la main dans l'entrepreneuriat, même au niveau freelance, comme on le disait tout à l'heure, c'est que tu te mets à plus être babysité comme le salarié ou tu es biberonné, on te dit tu as telle tâche à faire et tu fais cette tâche-là. C'est que tout d'un coup, tu dois tout faire. Tu disais, Abdallah, tu as de la compta ou tu la fasses ou pas, en tout cas, tu dois mettre le nez dedans. Tu es forcément le premier commercial. Tu es le premier tout, en fait. Quoi que ce soit, si tu développes une app, bah, faut être dedans. Même si tu n'es pas développeur, bah, tu suis au quotidien. Il faut que tu comprennes les besoins de tes clients. Tu es obligé de tout faire. Tu fais du marketing, etc. Tu fais des RH. Dès que tu dois embaucher quelqu'un, même si c'est un freelance qui bosse 2 heures par semaine pour toi, bah, il y a malgré tout un petit côté relations humaines, etc. Donc, pour moi, le premier avantage, ça reste l'apprentissage parce que c'est ce que tu vas garder si ça marche pas. Déjà, pour moi, c'est le premier point. Le reste, j'imagine, plein d'autres choses. L'avantage, moi, c'est vraiment la maîtrise de la vision. Si on prend Bourse Eco, si on a envie de faire un événement à Paris demain, on le fait. Si on a envie de mettre des moyens, on le fait. Si on n'a pas envie, on le fait aussi. Pareil pour les entreprises qu'on suit dans le club. Globalement, il y a des entreprises, il faudrait peut-être en parler si on voudrait peut-être maximiser le nombre de personnes dans le club. Non, en fait, on pose la question à nos membres, à nos investisseurs, et ils nous disent on aimerait bien que vous parliez de cette boîte, et on en parle. Donc l'idée, nous, c'est de maximiser la valeur ajoutée pour nos clients, et on n'a pas cette contrepartie d'avoir une pression financière. Donc on se focalise uniquement là-dessus. Et quand tu es Je suis en d'accord avec toi, startup, mais vraiment le côté sur Bootstrap, hein, pour recentrer le débat sur le sujet, c'est quels sont les avantages de l'entrepreneuriat pour s'enrichir? Parce qu'on bah, avait beaucoup parlé des avantages du on en salariat. a, Donc voilà, maintenant aussi de l'entrepreneuriat et notamment le Bootstrap. On en a déjà parlé, je vais pas me répéter, mais globalement, t'es pas dilué, c'est-à-dire que si tu envie comment dire, si t'as 5% de ta boîte en startup, même si elle vaut 10 millions, c'est pas tant que ça. Par contre, si t'as 40% de ta boîte en bootstrap, bah forcément, même si ça met plus de temps, tu captes vraiment toute la valeur en fait de ton entreprise. Donc l'enrichissement, pour moi, il fait totalement sens sur le long terme. Par contre, le vrai inconvénient du bootstrap pour s'enrichir, c'est que c'est lent. C'est extrêmement lent. C'est C'est lent, mais vraiment c'est le dès le début. démarrage. C'est lent, Ça mais c'est dès le dépend. début. Tu as du cash flow dès le début. Moi, c'est ça que je trouve bien avec le bootstrap. C'est que euh, tu ne doutes pas parce que très vite, tu as du cash flow. Si tu te débrouilles pas trop mal, finalement, assez vite, au bout de quelques mois, tu retrouves, si tu as quitté un job salarié, l'équivalent de ce que tu as quitté. Normalement, en bootstrap, ça prend quelques mois, etc. Et l'autre avantage, c'est que tu chopes toute la marge. C'est Donc ça, on est que d'accord. Bootstrap, si tu fais un peu tout seul, t'as pas un commercial qui va te prendre un truc, un freelance. Enfin voilà, plus tu fais tout seul, plus tu chopes, même si tu gagnes pas grand-chose, même si tu as un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois, bah, si tu arrives à en garder 4 000 pour toi parce que tu as 1 000 euros de dépenses, mais tu as 4 000 de cash flow, et franchement, 5 000 euros de chiffre d'affaires
par mois. C'est pas non plus quelque chose de dément à atteindre, je pense. Ou, voilà. Donc, tu te retrouves tout de suite à être rentable et à, entre guillemets, battre le salariat. Tu as la réponse à la question est-ce que c'est mieux que ce que je faisais avant plutôt. Alors que la startup, tu trembles un peu toute cette période de 1 an, 2 ans, 3 ans où tu n'es pas rentable. Tu te demandes un peu si tu as fait le bon choix. Je pense que la réponse à j'ai fait le bon choix, elle est beaucoup plus rapide en bootstrap. Et du coup, pour revenir aux avantages du bootstrap, donc là, par rapport à la fois aux startups, mais aussi au salariat, c'est que quand on est salarié, par exemple, notre argent, on le gagne juste, pour la majorité des salariés, du salaire. Alors que quand on bootstrap, dans la majorité des entreprises, à la fois, on se rémunère avec les cash flows d'entreprise, mais on a aussi la valorisation de notre entreprise qui décolle. Et donc, je vais donner un exemple, hein, mais c'est pas forcément le meilleur parce que c'est pas le plus, comment dire, ordinaire. Mais Guillaume Moubèche, qui est un entrepreneur à succès, qui a bootstrappé son entreprise, lui, eh ben, il gagne sa vie parce que sa boîte, il s'est rémunéré au bout de 3-4 ans parce que voilà, la boîte générait suffisamment d'argent. Mais en plus, à un moment, il a fait un cash-out sur une partie de ses parts et ça l'a rémunéré. Donc, c'est un double levier en termes d'enrichissement qu'on n'a pas en tant que salarié, si on n'investit pas, évidemment. Mais c'est Ça, sûr, pour moi, c'est bon. puisque tu parles de cash out, c'est évident, mais je le dis quand même, plus tard tu vends tes parts, plus elles sont valorisées. Et le problème des levées de fonds au niveau VC ou Business Angel, c'est que tu vends tes parts vraiment pas cher. Parce qu'il y a l'inconnu énorme, hein. Mais effectivement, si tu. Et je pense là où il y a un piège, tu sais, c'est un peu comme ces fameux frais invisibles qu'on a tendance à payer plus facilement. Tu sais, c'est les CGP qui arrivent à te prendre 1% par an sur tes AUM juste parce que c'est invisible. Et la levée de fonds, quand je vois à chaque fois les hurrahs de tous les entrepreneurs qui font des levées de fonds, tu as l'impression qu'ils ont gagné 2 millions. La réalité, c'est qu'ils ont abandonné une partie des parts de l'entreprise. Je ne vais pas dire que c'est un échec, ça ne l'est pas, mais dans l'esprit, ça devrait presque être un échec, parce que si tu pouvais te financer toi-même, tu le ferais. Tu vois. Mais c'est vu comme, c'est vu comme le Graal, c'est vu comme de l'argent presque gratuit. C'est ça le problème. Alors qu'en fait, si ça marche, le fait d'avoir laissé 30-40% des parts, c'est énorme. Bien C'est sûr. complètement fou. Donc, si tu crois en ta boîte, tu es censé faire le maximum pour donner le moins possible de tes parts. Et l'autre gros souci, mais ça on en a déjà parlé, c'est que ces 2 millions, une fois qu'ils sont sur le compte, ben, il faut les dépenser, sinon ça ne sert à rien. Ton VC, si tu le vois 6 mois plus tard et qui te dit qu'est-ce que vous avez fait de mon argent et qu'il y a toujours les 2 millions qui sont là, ben, c'est pas bon. Faut que tu lui dises, bah, j'ai acheté 6 commerciaux ou j'ai dépensé 500 000 euros en Google Ads et en Facebook Ads. C'est ça qui est terrible, c'est que si ça marche pas, cet argent, il s'est juste envolé. Il a servi à payer des gens, à payer de la pub, vu que c'est en général, les deux, enfin là où part l'argent, ou voilà, des développeurs, etc. Donc, tu es presque poussé à dépenser. Là où en Bootstrap, tu es poussé, évidemment, à dépenser le moins possible. Mais pour revenir à la problématique du début qui est le timing, si tu bootstrap, il faut être certain que le timing n'a aucune importance et que c'est pareil d'avancer en 4 ans ce que tu aurais pu faire en 6 mois avec l'argent de VC. Et on revient sur le sujet de Finari tout à l'heure, aussi. Et bon, je pense que le timing est important. Donc, tu as besoin de fonds. Oui, clairement. Mais moi, je critique. Enfin, je regarde avec curiosité. En fait, c'est plutôt Oui, ça. bien sûr. Je regarde avec curiosité en me disant waouh, c'est génial. En fait, moi, c'est plutôt ça. En tant que créateur de contenu financier, je me dis c'est génial ce qu'il a fait avec la chaîne Finari. Oui. C'est ça le truc. En fait, moi, je vois l'aspect YouTube. Étant moi sur YouTube dans l'investissement, je me dis, mais c'est génial ce qu'il a fait. C'est un grand succès en soi. Et puis après, je vois ce que fait la boîte, qui lance plein de nouveaux produits, voilà, qui peuvent, moi, me surprendre en me disant, bah, je ne pensais pas qu'ils iraient vers la crypto, je ne pensais pas qu'ils iraient vers l'assurance vie, etc. Et je me dis, mais je comprends parce qu'il est poussé à scaler. Il faut qu'il scale. Rester comme il est, ça ne va pas. Il a levé des fonds. Il faut qu'il rende des fonds aux actionnaires dans quelques années. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne serait pas arrivé là sans cet argent-là. Donc finalement, c'était probablement le bon choix de passer par ce biais-là, parce que tu as raison, le timing, c'est hyper important. Et quelqu'un qui copie et qui, lui, ne bootstrap pas et qui lève des fonds, il te double hyper rapidement. Bon, bah, avant de passer aux prochaines formes d'entrepreneuriat, parce que le temps tourne, quels sont les autres avantages que vous voyez en tant qu'entrepreneur, bootstrapper, etc. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du mode de financement, à savoir si on faisait autofinancer ou pas. Mais en fait, il ne faut pas oublier le but de la plupart des entrepreneurs, c'est-à-dire que l'upside, désolé pour l'anglicisme, mais je n'ai pas le mot français, l'upside est illimité, le potentiel est illimité. Voilà, et que dès qu'on rentre dans l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que freelance, on avait ce doute entre est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ou pas, c'est que freelance, on continue à vendre son temps
contre de l'argent et ce potentiel est forcément limité puisqu'il n'y a rien à vendre, on est freelance, donc on continue à vendre son temps. Or, l'entreprise, on crée une valeur ajoutée dans cette enveloppe qu'est l'entreprise, on peut en donner un bout à des VC ou pas, mais comme je le dis, ça c'est presque accessoire. Et, euh, et surtout, comme on arrête de vendre son temps pour de l'argent, le business peut se décupler parce que l'effet de levier, il peut être financier, mais l'effet de levier, il est aussi humain. C'est-à-dire que tu es salarié, tu vends ton propre temps. Tu es freelance, tu vends ton propre temps. Mais quand tu as créé une belle boîte et que tu n'as plus 2 personnes dans l'entreprise, mais que tu en as 40, et en plus avec des très grosses marges, et en plus avec un avantage compétitif, etc., on recolle à notre modèle boursier que nous, on connaît bien, et qui est le côté illimité. On valorise, non seulement on touche du cash flow tous les mois, mais surtout ce cash flow, il est valorisé, on actualise tous les flux futurs, et on peut vendre à un certain multiple cette boîte-là, et c'est là où, en cas de cash out, bah, c'est la porte vers la vraie richesse. Pas juste un salaire de PDG ou de DG qu'on se verse, mais la vraie richesse de l'actionnaire qui a cartonné sur sa boîte et qui a fait fois, bah, si on n'a pas mis grand-chose au départ, c'est énorme quoi, ce qu'on peut toucher. Donc c'est clair que dès qu'on commence à imaginer la boîte dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, là on est sur des niveaux de richesse atteignables qui n'ont rien à voir avec le salariat. Ouais, et puis il y a quand même l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est aussi le modèle de rémunération. On peut se payer en salaire, en dividende, en management fees. On peut inclure ça dans une holding. On peut décaler potentiellement aussi lorsqu'on vend avec un 150 BTR. Donc il y a plein de choses flexibles qu'on peut faire dans l'entrepreneuriat. Là où un salarié, globalement, il reçoit son salaire et s'il veut l'investir, bah, il va devoir l'investir sur son PEA, sur son CTO. Là où avec une holding, par exemple, on peut remonter le cash, pas se faire imposer. Allez, il y a 5% d'imposition et l'investir directement. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi dans le côté entrepreneuriat, c'est que selon les périodes, selon le profil de l'entrepreneur, on peut se rémunérer autrement, différemment et pas au même moment. Et ça, c'est quand même un grand luxe. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Oui, globalement, moi, ce que j'aime et ce que tu dis, hein, Loris, c'est la flexibilité que tu as en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est un peu plus, entre guillemets, compliqué, chiant, appelle ça comme tu veux, parce que bon, c'est pas simple comme recevoir une fiche de paye, mais il y a tellement d'options possibles et imaginables pour décupler sa richesse que c'est clairement un avantage de l'entrepreneuriat. Et tu l'as cité notamment juste le fait d'investir en bourse. Tu investis en bourse via ta holding. Alors évidemment, quand tu vas sortir de l'argent de la holding, tu devrais être taxé. Mais en fait, la puissance en termes d'effets composés de d'abord investir avant d'être taxé, c'est énorme en soi. Juste ça, c'est énorme. Et donc, je trouve que voilà, il y a beaucoup d'avantages aux entrepreneurs, à l'entrepreneuriat en tout cas, notamment grâce à cette flexibilité qu'on n'a pas en tant que salarié. Et là, on a beaucoup parlé des modèles classiques de start-up et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais il y a des modèles, on en parlait un peu avant l'épisode, il y a des modèles de franchise, il y a il y a l'infopreneuriat, effectivement, qui est quelque chose qu'on connaît aussi parce que Bourseco, c'est pas que le club, etc. C'est aussi de la création de contenu. Et à chaque fois, il y a des mises de départ différentes, un temps à y consacrer qui est différent, etc. Et c'est ça qui est incroyable dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment le choix de combien de temps je veux consacrer, combien d'argent je veux mettre, comment je veux me financer, etc. C'est presque infini. Par rapport aux franchises, donc en préparant cet épisode, je lisais un article des Échos et il parlait justement des façons d'aujourd'hui d'ascension sociale en France. Quels sont les principaux moyens de monter socialement? Globalement, bah, il y a encore beaucoup d'héritage, hein, enfin, donc c'est pas vraiment l'ascension sociale, mais la richesse provient encore beaucoup de l'héritage. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas leur richesse issue de l'héritage, bah, moi j'étais un peu surpris quand même, mais l'entrepreneuriat est un vrai moyen d'ascension. Et pourquoi? Parce que grâce au numérique, etc., en fait, le capital nécessaire, et ce que je disais dans le précédent épisode, en fait, il est beaucoup plus faible qu'avant. Donc, il y a plus en plus de gens qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, bah, les marges sont plus élevées. Et donc, il y a une partie de ces entrepreneurs qui s'enrichissent. Et c'est une voie qui cite dans l'article, qui est particulièrement efficace. Mais ils ont parlé aussi, et c'est ce que tu disais, Xavier, de voies un peu moins connues. Et typiquement, la franchise. Donc, et pour le coup, quand j'étais étudiant, j'avais un ami d'amis son père était franchisé McDonald's. Et je peux vous dire que ouais, il y avait de l'argent, quoi. Mais il n'y a pas que ça, hein, franchement. On peut être franchisé multiples choses, hein. Enfin, je sais qu'il y a tous les garages, Noroto, Speedy, tout ça, etc. Enfin, j'en sais rien si ça marche ou pas, mais
En fait, il y a énormément de modèles de franchise Mais la qui plupart des marques, au final, tous les noms que tu connais, ça va du fabricant de piscine à la société de nettoyage, euh, il y en a tellement, il y en a tellement, des agences immobilières, tu vois ce que je veux dire? Oui, Finalement, très souvent, quand tu vois la belle enseigne que tu connais, etc., le franchiseur a bien compris qu'il avait peut-être pas très envie de mettre de l'argent et de porter tout le risque. Donc, il va demander un apport à la personne qui est au franchisé. Il y aura sûrement un financement donné par la banque ou donné par le franchiseur. Et puis, en général, c'est des royalties sur le chiffre d'affaires qui sont payés. Qui sont payés. Et c'est un business model qui est assez incroyable pour le franchiseur et qui est aussi pas si mal pour le franchisé parce que lui, il arrive, il a des méthodes. On lui dit, bah voilà, pour vendre, il faut faire ça. La pub, vous inquiétez pas, c'est nous qui gérons la pub, etc. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est recruter 3 personnes et puis mettre en place nos process, quoi. Et en général, tout est très bien cadré. Bon, le McDo, j'en parle même pas, mais sur ce que tu dois faire et comment, tout est très bien cadré. Donc, tu prends moins de risques et tu es surtout aidé, en fait. Tu as quelqu'un qui t'explique et puis qui fait une partie du boulot à ta place. Ils font la gestion du groupe, ils font surtout le marketing, la pub, etc. Et puis, donc, ça aussi, je mettrais presque. Alors, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pour moi, mais c'est un statut un peu entrepreneur. ouais. C'est un peu hybride, du Intermédiaire, coup. pardon, un peu hybride, exactement. Où, Ouais. voilà, où tu es quand même bien aidé, quoi. Tu pars pas de zéro. Bah, surtout, en fait, on en parlait tout à l'heure par rapport à la liberté de choix, de manœuvre, etc. C'est vrai que bon, bah, on a un cahier des charges et qu'il faut le respecter, quoi. Ce qui est pas le cas de quand on est bootstrapper, comme on disait. Et moi, surtout, je trouve le plus intéressant en tant que franchisé, c'est qu'on a des clients tout de suite. Alors que c'est le plus dur quand on commence dans l'entrepreneuriat. Tu commences, bah, qui vont être tes clients, t'en as pas forcément. T'ouvres, je sais pas moi, un Domino's Pizza, bah, tout de suite, il y a des gens qui te connaissent, qui vont t'acheter des pizzas, etc. Donc, non, franchement, c'est top, hein. On va dire que tu sacrifies un potentiel. C'est-à-dire que forcément, McDonald's va prendre une partie, c'est eux qui vont fixer les règles. Et s'ils ont envie, par exemple, d'augmenter les frais, bah, ils peuvent. En fait, ce qui est un peu dur, c'est que tu perds tout l'aspect vision et liberté que tu échanges pour une sécurité en fait financière. Que globalement, tu ouvres un McDonald's, ça va marcher. Enfin, tu devrais au moins pouvoir t'y retrouver, L'aspect quoi. créatif, il en prend un coup. Tu vois, Il n'y a Ouais. plus de créatif, quoi. il y a plus de je vais décider de la déco ou finalement plutôt qu'un M jaune, j'aimerais qu'il soit vert, quoi. Tu vois, donc effectivement là pour le coup cet aspect-là il part. Après faut gérer, voilà, faut être un bon gérant. C'est ça, Plus c'est qu'un gérant en bon fait. entrepreneur, faut bien gérer. Ouais. Exactement, exactement. Il faut être pouillané, quoi. Mm, mm. Je rigole. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et aussi, comme autre risque, ben, en fait, on est beaucoup dépendant de l'image de l'entreprise, enfin, de la marque qu'on représente. Et je vais donner un exemple actuel. Il y a, tu sais, les agences immobilières Ah Stéphane oui, Plaza. Stéphane Plaza, exactement. Ouais, là, c'est pas facile, hein, pour eux, hein. C'est pas facile pour eux. Donc c'est vrai que si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, entre guillemets, sens noble du terme, dans le sens où on construit quelque chose, on a une vision long terme, bref, on construit quelque chose, c'est sûr que la franchise, c'est un peu limité, quoi. Ouais, Stéphane Plaza, c'est un bon exemple. Ils ont dû changer de nom et donc tout ce que tu as payé au départ, ça se retrouve flingué. Loris parlait de vision et c'est vrai que McDo, s'il décide d'aller, je sais pas, dans le bio, healthy ou pas du tout, bah toi, voilà, si tu veux rajouter plus de salade, plus de trucs de santé, machin, ou faire attention à ton approvisionnement, tu es coincé là-dedans. De toute façon, tu vas suivre, tu peux pas pivoter. Et ça, c'est vrai que tu peux te retrouver entraîné. Alors, Stéphane Plaza, c'est le pire qui puisse t'arriver, le risque réputationnel. Mais même avant ce risque-là, s'ils vont pas vers dans le bon chemin, si toi, tu veux, dans une agence immobilière, proposer un système de fees différent, etc., bah, tu peux pas, quoi. Donc, tu as intérêt à avoir des gens au-dessus de toi qui prennent les bonnes décisions pour le futur. Du coup, en ce moment, il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de bruit autour des infopreneurs, de l'infoprenariat. Vous en pensez quoi en termes de, enfin, en tant que forme d'entrepreneuriat? Du côté de l'entrepreneur, ce qui est super, c'est que ça coûte rien, quasi rien. Exact. Je pense que tout le monde, au bout d'un moment, en tout cas avec de la volonté, peut devenir expert, entre guillemets, dans un domaine et donc transmettre de la valeur ajoutée. Côté client, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée? C'est là où il y a un grand. Et de la valeur ajoutée, est-ce que le prix est correct pour cette valeur ajoutée? On sait qu'il y a des formations à 2 000 euros, 5 000 euros. Je ne vais pas citer de nom, mais même dans le domaine de l'investissement, du trading, etc., il y a les. Bon, bref, il y a beaucoup d'arnaques, mais la limite, en fait, avec l'arnaque, elle n'est pas claire parce que ça dépend de combien tu valorises ce produit. Et comme c'est de l'information, bah, tu vois, c'est pas une voiture, quoi. Tu peux pas te remettre un prix dessus. Après, pour moi, le plus gros problème de ça, surtout
au moment où on parle, c'est que on fait souvent en stratégie la distinction entre océan bleu, océan rouge. Océan rouge, c'est là où il y a tous les requins, où voilà, c'est hyper dur de percer. Et le but, c'est de trouver un océan bleu où tu es tout seul et où tu peux développer ton petit business tranquillement. L'infopreneuriat et notamment la création de contenu, c'est un océan rouge de dingue. On s'en rend pas trop compte. Moi, je m'en rendais pas trop compte. Mais il se trouve qu'en ce moment, l'algo de YouTube, par exemple, me pousse, je ne sais pas pourquoi, plein de micro-chaînes de finance. Et à mon avis, ils ont dû changer un truc, alors que je regarde assez peu de finances quand même sur YouTube. Et je vois des vidéos, et je regarde toujours, hein, je regarde depuis quand c'est publié, quel nombre de vues. Et je vois des trucs qui sont publiés depuis 5 jours, qui ont 42 vues. Et je me demande pourquoi ils me présentent ça. Et c'est pas des gens qui en vivent, hein, c'est des gens qui ont un boulot à côté. Et je me dis, mais j'ai demandé à ChatGPT, j'ai essayé de savoir combien il y avait de chaînes francophones autour de l'investissement, de la finance, etc. Lui est paumé, il me ressort toujours les grosses. Mais je pense qu'il y en a des centaines et des centaines des gens passionnés par la bourse qui, à un moment, et peut-être que vous l'avez fait de votre côté, ont posté une petite vidéo où ils ont parlé de leur portefeuille, etc. Donc je pense que ça reste, et je parle de la bourse parce que c'est ce que je connais ou ce qu'on connaît, mais c'est la même chose si tu fais un tuto pour réparer une tondeuse, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Et j'espère aujourd'hui qu'il faut vraiment créer de la valeur pour sortir du lot, ce qui est bon pour les créateurs en disant bah, je peux le faire, et ce qui est bon aussi pour l'audience. Et après, là où je veux pas aller après je vous laisserai parler, mais là où je veux pas aller dans l'extrême inverse, pour revenir sur la valeur ajoutée, c'est que c'est pas parce que c'est de l'information que ça ne vaut rien. Ça, c'est très important. Il y a plein, parce que finalement, c'est ce qu'on fait au sein de Bourseco, on vend de l'information, on vend des analyses financières, et ça a une vraie valeur. Il y a énormément de travail qui est fait derrière. Ce qui est un peu frustrant, c'est quand on voit tous les trucs de daube qui sont vendus pour des centaines d'euros, et là, pour le coup, tu trouves ça n'importe où, dans le moindre bouquin sur le marketing ou sur... voilà. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal, mais il faut savoir que le taux de réussite, à mon avis, il est très faible. Ah oui, effectivement, le taux de réussite est très faible parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de concurrence. Et c'est une bonne chose hein, qu'il y ait beaucoup de concurrence parce que, bah, du coup, ça va un peu nettoyer le marché. Moi, en fait, l'infoprenariat, je pense que si ça marche, ça peut être une voie royale pour gagner beaucoup d'argent très vite. Parce que, et les infopreneurs ne s'en cachent pas, hein, leur but c'est de maximiser au maximum leurs revenus. D'ailleurs, souvent ils en parlent. Hein, j'ai fait 10 000 euros par mois. On parle de SMIC LinkedIn à 10 000 euros par mois. Euh, mais là où je suis pas fan avec le côté infoprenariat, et c'est aussi enfin, en tout cas quand c'est associé avec toi Xavier, mais aussi avec Loris, c'est que moi ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de construire une entreprise. Et on en parlait tout à l'heure, le fait de pas forcément cash out, mais en tout cas valoriser l'entreprise. Mais en fait, un infopreneur, il a rien à valoriser. En fait, il Exact. vise uniquement les cash flows. Donc, il veut les maximiser. Donc, à partir de là, il va vous faire les techniques marketing classiques, voire douteuses, ouais, ça coûte 10 000 euros, je vous fais 90%, mais juste pour vous, et jusqu'à la fin de la journée, après, ça repasse à 10 000. Mais en fait, le vrai prix, c'est beaucoup moins. Et, euh, et donc, c'est en ça que je suis pas très fan de l'infoprenariat. Maintenant, effectivement, hein, si ça marche, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et si vous l'investissez, pourquoi pas. Mais Mhm. pour finir vraiment, je pense que l'entrepreneuriat, la grande force de l'entrepreneuriat, c'est au-delà de gagner de l'argent avec les cash flows de l'entreprise, c'est de valoriser ce qu'on est en train de construire. Je voulais juste rajouter quelque chose, notamment sur la création de contenu et sur l'aspect que tu viens de souligner, Abdallah, qui est que tu ne peux pas vraiment scaler, que tu ne peux pas vraiment revendre, etc. Il y en a qui le font sur des chaînes YouTube, c'est-à-dire que très rapidement, et on a parlé de Finari, je pense que c'est effectivement, ils sont partis là-dessus, c'est-à-dire que les scripts, ils ne sont évidemment pas écrits par Mounir, voilà, etc. Et c'est un choix. Et je voyais passer Asher, vous savez, l'influenceur, on va dire, crypto, qui peut nous écouter parce que je sais qu'il a déjà commenté mes vidéos 2-3 fois. Donc, lui, j'ai vu qu'il avait publié une annonce d'offre d'emploi sur LinkedIn, et ce qu'il cherchait, c'était quelqu'un qui cherche les idées, qui écrit les scripts. Et lui, il va bien au-delà de la création de contenu, hein. Il a plein d'autres business, donc je comprends tout à fait que c'est pas son boulot de faire de la création de contenu. Peut-être juste sur la définition, Xavier, tu vois, tu as cité Asher, donc Asher, il a d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'infoprenariat, et je sais pas s'il vend des formations ou non, mais même s'il vendait des formations, tu vois, je considérais même pas que c'est un infopreneur. Pourquoi? Parce que, en gros, c'est une seule partie de ton business model. Pour moi, On est l'infopreneur, d'accord, complètement. c'est C'est 100% juste ton que business model. on est complètement d'accord. Et du coup, lui, je pense qu'il a même pas ce besoin, tu vois, de maximiser ses revenus de la formation. Je pense que il y perdrait beaucoup plus sur sa réputation que juste d'abandonner ce marché. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est son canal d'acquisition, et tu peux être sûr que Asher, sans réseaux sociaux, il n'y a pas de boîte qui existe. Et Finari de la même manière. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que ceux qui vendent des formations, etc., j'ai pris ces deux exemples parce que
on sait qu'ils écrivent pas leur script ou qui veulent aller dans cette direction. Mais les gens qui vendent l'infopreneuriat, pour parler des Yomi Denzel, etc., eux, tout est basé sur la création de contenu. Et si eux arrêtent de faire cette création de contenu, c'est pour ça que tout le monde leur dit, ouais, apparemment, tu es censé être multimillionnaire et pourtant tu es encore là en train de parler et de vendre tes formations. Oui, parce que si lui ne vend pas sa formation, face caméra, en podcast ou sur YouTube, le business s'arrête. Donc, il a des business qui sont, à part peut-être des business en ligne, mais en tout cas, le business de formation, si lui vend la société ne vend plus de formation. Enfin, en tout cas, j'imagine que ça en prendrait que ça prendrait un grand coup. Donc, c'est quand même, globalement, l'infopreneuriat, c'est très basé sur l'image du créateur qui souvent se met en avant sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je distingue quand même infoprenariat et toutes les chaînes YouTube ou tous les créateurs de contenu ne sont pas des infopreneurs. Clairement, YouTube, la création de contenu, c'est un canal d'acquisition. Et de plus en plus d'entreprises vont sur les réseaux sociaux justement pour faire de l'acquisition. Et pour moi, c'est pas parce que Mounir n'écrit pas lui-même ses scripts, etc., ou que Asher non plus, que pour autant c'est des infopreneurs. C'est en ça que Non, moi je mais j'ai distingue les pris, deux. je suis désolé, j'ai pris des exemples que je connais parce que Ok, ok. parce que les infopreneurs, eux, Finari, à la limite, ça pourrait survivre, etc. Mais les infopreneurs, eux, se basent sur ce qu'ils publient. C'est de la création de contenu pour vendre des contenus digitaux. Après que les contenus que Finari et que ce soit pas de l'infopreneuriat, je suis complètement d'accord. Mais pour dire que tu as ce problème-là, c'était pour rebondir sur ce que disait, ce que tu disais, tu ne peux pas vendre ta boîte à quelqu'un, te frotter les mains et te dire j'ai vendu ça pour 10 millions. Ok, ok. Même si tu vends pour 5 millions d'euros de formation par an, à partir du moment où tu quittes la boîte, on ne peut pas te remplacer ta tête dans la formation. Il faut que les gens te voient, il faut qu'ils entendent que ça vienne de toi, il faut que tu le vendes dans ton podcast ou ta chaîne YouTube, etc. Ce qui est un gros frein en termes de pour devenir riche, puisque c'est le but enfin c'est le thème en tout cas de cette émission, pour devenir riche, tu deviens riche grâce à ton cash flow, mais tu n'as pas cet exit où tu vends ta boîte à 20 millions si c'est du pur infopreneuriat ou c'est ta personne qui fait vendre en fait. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est sur cet épisode. Xavier et Loris, en synthèse, quels sont selon vous les avantages d'être entrepreneur si on veut s'enrichir? Bah, pour moi, déjà, le premier avantage, c'est qu'on peut réellement devenir très, très riche. On avait déjà parlé sur le salariat, c'est quasiment impossible. Et puis surtout, on apprend beaucoup au cours du chemin. C'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, on se sera au moins enrichi. Voilà, c'est pas pour faire au moins, personnellement, on aura appris des choses. Alors qu'il y a plein de choix dans la vie que tu vas faire. Tu vas te prendre une gamelle, mais tu n'auras rien gagné. Je veux dire, même tu auras souffert, etc. Alors que là, je pense qu'il y a très peu de personnes qui, en ayant essayé de monter une belle boîte et qui s'est plantée, qui regrettent. Je pense que la plupart se disent c'était une super aventure, j'ai adoré, etc. Et ça, c'est quand même un très bon point de se dire bah, je tente le coup d'être très riche et si ça marche pas, bah, j'aurais appris, je retenterai une deuxième fois, une troisième fois, puis sinon, bah, je retournerai dans le salariat, c'est pas si grave. Après tout, j'ai perdu un petit peu d'argent, un petit peu de temps, mais voilà. Donc pour moi, c'est ça qui est sympa dans l'aventure entrepreneuriale, c'est que c'est heureusement pas que de l'argent. Si je devais synthétiser ces deux épisodes, globalement, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est comme on l'a dit, en tout cas pour devenir riche, c'est vraiment le côté, on peut gagner de l'argent à la fois sur les cash flows, plus sur la valorisation de ce qu'on crée. Et c'est pour ça que c'est le bootstrap que moi je favorise. Euh, et surtout, en fait, si je dois retenir qu'une seule chose, c'est que pour devenir riche, il faut détenir des parts de quelque chose. Et donc, c'est la raison pour laquelle on investit en bourse. Enfin, en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi j'ai investi en bourse parce que il faut détenir des actifs. Donc, ça peut être des actions en bourse. Ça peut être quand on est entrepreneur, bah, on détient sa boîte qui a une valeur. Mais ça peut être aussi, et c'est un point important du précédent épisode sur le salariat, si on est salarié, essayez au maximum de détenir des parts de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, s'il y a un plan, bien sûr, qui est avantageux. Et donc, en conclusion, ce serait vraiment ça. Ça veut dire que il y a plusieurs façons de gagner de l'argent sur la partie salaire, revenu de façon générale, mais pour devenir riche, il faut détenir des actifs. Bon, bah, on arrive à la fin de cet épisode. Bah, dites-nous, vous, ce que vous pensez de l'entrepreneuriat, des échanges qu'on a pu avoir lors de cet épisode. On a eu pas mal de digressions, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, Loris et Xavier, nous on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Salut à tous.